Décrit comme le marathonien de l'information, et là je le nomme, Pierre Bruno est le chef d'antenne qui obtient les plus grandes cotes d'écoute depuis maintenant plus de 30 ans. Il va sans dire que sa renommée n'est évidemment plus à faire. Rassurant et proche des gens, il privilégie un traitement humain de l'information. Il cherche toujours à mesurer l'impact d'une nouvelle sur la vie de ses auditeurs. Alors aujourd'hui, je vous invite à le découvrir comme conférencier et qui, comme il va le dire, ici Pierre Bruno de TVA Nouvelles. Oui, ça fonctionne. 1, 2, 3, ça fonctionne bien. Bonjour! Bonjour! Et pour rassurer M. le maire, mon condo est déjà acheté ici à Boucherville. Et c'est pas le condo que vous pensez, il est au cimetière à côté, là. Ça va être mon dernier condo, je vous promets. Non, mais je le dis avec beaucoup de joie malgré tout. On parle de la mort, mais c'est pas de la mort que je veux parler, parce que Charles est ici encore à Boucherville, il sera toujours ici. Puis nous aussi, on sera toujours dans notre cœur des Bouchervillois. On a grandi ici, on a vécu ici, j'ai des amis ici, inestimables, Docteur Demers avec Ginette, son épouse, ils sont ici aujourd'hui. Je vous prie de les saluer parce que c'est des gens qui ont tellement compté dans ma vie et qui comptent encore énormément. Je vais commencer en vous disant que Boucherville, je reconnais beaucoup de visages, des gens que j'ai connus quand on habitait ici avant de déménager. J'ai déménagé pas pour des raisons... pas parce qu'on voulait partir de Boucherville, c'est simplement parce que mon travail m'obligeait à être très près de TVA et j'avais acheté un appartement tout près de TVA et c'est comme ça qu'on a commencé à entrer à Montréal et puis y vivre pendant les 20 dernières années. Je veux vous parler aujourd'hui de grandir. C'est un peu ça le thème, là, c'est atteindre l'altitude. Je pense, là je suis un nouveau retraité, en fait je ne suis pas encore retraité, ça sera mardi matin, après la soirée électorale, mais ça me fait tellement plaisir de voir que dans la vie, il y a une vie après le travail. J'ai toujours eu un peu peur de ça, je me suis toujours dit comment on affronte ça, la vie après le travail. D'autant plus que moi j'ai été drôlement satisfait dans mon travail, la passion, les collègues, les contacts, on est avec les gens tous les jours, il y a une réception, les gens nous écoutent à la télé, c'est eux qui ont l'espèce de zapette entre les mains, là. Moi j'appelle ça l'arme de destruction massive, parce qu'en une fraction de seconde, ils nous éliminent, hein? Ou mais non, ils nous gardent, et j'ai eu ce privilège au fil des années de rester avec les téléspectateurs. Mais c'est Gandhi qui disait, pour atteindre l'altitude, on a beau avoir toutes les aptitudes, si on n'a pas l'attitude, on n'y arrivera jamais. Alors, l'attitude, ça se développe avec les contacts, les gens qu'on a autour de nous. Et je veux vous parler d'engagement solidaire sans attente. Je pense que dans ma deuxième vie, celle qui commence, de retraité, l'engagement est d'autant plus important à tous les niveaux. À tous les niveaux. Plus important encore que de simplement dire « j'arrête une chose ». Mais si on arrête une chose, c'est pour en commencer une autre. La vie, c'est un grand cycle. Ça, j'ai compris ça depuis longtemps. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui revient, mais il faut savoir d'où on vient aussi. Comme la majorité d'entre vous, j'imagine, là, je suis un enfant d'une famille nombreuse. Hein? Au Québec, c'était un peu le cas. Est-ce qu'il y en a qui avaient des familles de 5, 6, 7 ans? Oui, il y en avait quelques-uns, pas mal même. On avait 14, on était 10. On était quand même 10, je suis le dernier de 10. Une fille, 9 garçons. Plaignez-la pas, là, je trouve qu'elle nous a pas mal menés. C'était la plus vieille, c'est ma marraine. Évidemment, je suis allé la visiter, et c'est un choc quand tout à coup, moi j'arrive à 70 ans, puis que je vois ma soeur qui en a 87. Ça m'a un peu... Bon, je la vois moins souvent parce qu'elle est dans l'Outaouais, je la vois moins souvent parce qu'elle vieillit un peu, mais on se parle toutes les semaines au téléphone. Mais entre se parler au téléphone et se voir, et il y a des années qui passent parfois et qui font toute une différence, je vous avoue.
Mais moi, j'ai été drôlement privilégié dans une famille de 10. À chaque fois que je raconte l'histoire de ma famille, mes frères me disent ne pas connaître cette famille-là. C'est drôle à dire parce que moi, j'ai mes yeux de dernier de la famille. Il y avait 6 ans entre l'avant-dernier et moi. Ma mère avait 46 ans quand je suis venu au monde, mon père en avait 50. Alors je disais toujours à ma mère, c'est sûr que tu me voulais, c'est bien sûr. On les prenait tous, hein, dans le temps, on prenait tout le monde arrivait, puis on était heureux, mais je disais souvent à ma mère, t'as élevé les plus vieux, puis les autres, après, nous élevaient. C'est un peu comme ça. Mais quand je dis que je suis un privilégié, c'est que j'ai été gâté par tous mes frères et sœurs, qui ont vécu peut-être dans une famille un peu plus pauvre que moi j'ai connue, parce qu'eux aussi apportaient de l'argent dans la famille, par leur travail, par leur contribution à la pension familiale, si vous voulez. Alors j'ai été gâté, j'ai été vraiment gâté. Et quand j'ai compris ça, ça a été sur le tard. Hein? C'est au moment où je suis parti, à 12 ans j'étais pensionnaire, comme plusieurs l'ont été probablement. Moi j'ai eu une vie de jeune étudiant au secondaire. À l'époque c'était le cours classique. J'ai été drôlement bien gâté. Mais j'ai eu là mon premier mentor à vie. Un père qui m'enseignait le français en syntaxe, 2e année de secondaire, et qui avait une passion pour la langue française et une passion à l'exprimer. Alors il m'a guidé beaucoup et j'ai aimé cet homme pour ce qu'il représentait. Le dynamisme, la rigueur, et qui avait la langue française vraiment à cœur. Lui, il m'a guidé beaucoup. C'était mon premier mentor à vie. Avec lui, j'ai appris que le français, ça pouvait être intéressant. Ça pouvait être quelque chose qu'on pouvait apprendre à l'école, autre chose qu'une corvée. C'était même une passion. Il nous a fait découvrir le théâtre, il nous a fait découvrir l'écriture, il nous a fait découvrir la musicalité de la langue. Alors, parce on dit souvent, tantôt j'écoutais notre Odette, Madame Odette, c'est ça? Marie-Laurence. Elle est là, Marie-Laurence. J'ai jamais entendu cet accent-là à Boucherville. Es-tu de Boucherville? Non. Ah, je savais. De quel coin tu es? Montréal. Mais je dois dire qu'il y a de la musicalité dans ton expression. Et c'est extraordinaire de pouvoir partager et de se faire comprendre. Et les gens apprécient. Mais je vais te le dire. La langue, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet d'échanger ensemble. J'ai appris ça. J'ai appris en grandissant aussi que, on se dit souvent, parce que, bon, évidemment, mon père avait 50 ans, ma mère avait 46 ans, on ne voulait pas devenir, et je ne voulais pas attendre d'être grand-parent avant de me marier. Hein. Je voulais vraiment avoir des enfants très jeunes. Et j'ai rencontré Chita, j'avais 17 ans, t'en avais 18. On était 2 jeunes. On a découvert que c'était intéressant qu'on avait à peu près le même profil de vie. Ses parents aussi étaient à peu près du même âge quand ils venaient au monde. Et ensemble, on avait les mêmes vues d'une famille. On ne voulait pas être des grands-parents, on voulait être des parents. Je me rends compte que quand on a des enfants, quand bien même on veut être des amis, on est toujours des parents. Hein? On est d'abord et avant tout des parents et on peut bien essayer de développer avec nos enfants tout ce lien-là d'amitié. Non, on est des parents. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de se retrouver. Mais nous, en tout cas, ça a été un peu notre modèle dont on s'est un peu inspiré des gens qui étaient autour de nous, parce qu'il n'y a pas véritablement jamais de modèle de parents. On regarde à gauche, on regarde à droite, et c'est comme ça qu'on finit par se définir un modèle. J'ai été chanceux dans la vie, vraiment chanceux. Au niveau du travail, c'est venu vite. À 20 ans, j'avais déjà un pied dans le milieu des communications. À 23 ans, j'étais rendu à TVA. Mais j'étais parent d'un enfant qui venait d'être diagnostiqué d'un cancer. Le docteur Demers peut en témoigner. C'était notre premier confident, la première personne qui a voulu nous rassurer sur les batailles qu'on mène. Et vous savez, entre nous, on se dit souvent, arrêtons d'agir comme des enfants. On devrait s'en inspirer beaucoup plus, parce que les enfants ont cette naïveté, ont cette capacité
je ne dis pas d'ignorer ce qu'ils vivent, mais la résilience qu'on dit aujourd'hui, c'est un mot qui n'existait pas dans le temps, la résilience, Jocelyn, mais c'est un mot qu'on a appris à mettre dans nos vies, que les enfants assument depuis tellement longtemps. Plein de gens, quand arrivent des situations difficiles, vont vous dire à gauche, à droite, as-tu essayé telle affaire? As-tu été essayé? As-tu consulté un tel? As-tu vu? Tu sais, on a toujours des gens qui te tapent sur l'épaule, qui essaient de te dire des choses, et en dedans de toi, il y a ton instinct qui t'amène à faire confiance et à avancer et à aller vers des choses qui peuvent être assez extraordinaires. Même si ce n'est pas toujours la solution que tu veux en bout de ligne, il y a un cheminement qui t'amène à comprendre des choses. Jocelyn m'a amené, c'est mon deuxième mentor. C'est le deuxième mentor que j'ai eu dans ma vie. C'est celui qui m'a véritablement inspiré au niveau de l'engagement. Je me souviens, quand Charles a été diagnostiqué, Jocelyn, bon, ça va bien aller, tu vas voir, ça va bien marcher. Et là, incidemment, tu devrais t'impliquer, embarquer dans un organisme qui va permettre aux parents de se retrouver ensemble, de se regrouper, de faire face à la maladie. Et quand on vit une situation qui est parfois difficile, on se dit, bah, c'est pas le temps de s'engager. Mais l'engagement, c'est salvateur. Il y a quelque chose dans l'engagement qui nous amène ailleurs, qui nous permet, pas de guérir, mais qui nous permet d'atténuer, en tout cas, certaines douleurs, d'atténuer certains maux, de nous faire comprendre qu'il y a autre chose. Il y a des choses qui viennent, quand je vous parle d'engagement, solidaire, sans attendre. Solidaire parce qu'on le fait, bien sûr, parce qu'on s'engage, puis il y a quelque chose pour nous, mais solidaire parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui, par leur expérience de vie, qui, par leur attente face à tel ou tel problème, vont en tirer eux aussi certainement un très grand bénéfice. C'est important. Mon père disait, mon père il en a dit des choses, je me rappelle d'une entre autres. Mon père était cadre dans une entreprise, il était comptable agréé, puis bon, tout ce qu'il faisait, c'était redresser les entreprises les unes après les autres. Alors, il ne travaillait jamais à la même place. Et quand j'étais tout petit, tout le monde me demandait, tout le monde disait, mon père il travaille ici, il travaille là. Moi, je ne savais jamais où mon père travaillait. Alors, un jour, c'était bien plate, là, mes amis riaient toujours de moi parce que je savais pas où mon père travaillait. Alors, un jour, je dis à mon père, il faut que tu me dises vraiment où tu travailles parce que là, je suis ben dans marre. Excusez-moi, mais c'était comme ça un peu. Alors, il me dit, c'est simple. Il dit, tu dis, mon père est cadre. Et il dit, quand on est cadre, on n'est jamais dans le portrait. Alors, je ne suis jamais à la même place. Alors, il faut la retenir, ça. On n'est jamais dans le portrait, mais le portrait change. Alors, mon père, il disait, cependant, ma job, c'est de m'assurer que ceux qui sont dans le portrait, ils restent. Ah, il y avait quand même là un beau geste de solidarité. Parce que quand on arrive dans une entreprise, pour redresser une entreprise, c'est que habituellement, la solution, c'est où on en met la moitié à la porte, où on ferme complètement l'entreprise. Et lui disait, je voulais m'assurer que les gens restent dans le portrait. Ça m'a inspiré, ça aussi. Beaucoup parce que je me suis rendu compte que quand on vivait la maladie ou qu'on vit une situation qui est difficile, on a toujours peur d'être éjecté du portrait, de sortir du portrait. Pour toutes sortes de raisons. Parce que les traitements ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu t'isoles et tu deviens de plus en plus isolé. Alors la solidarité est tellement importante qu'il y a un réconfort qu'on trouve là-dedans aussi. Jocelyn, merci d'être ce modèle qui a été pour moi celui de l'engagement et qui l'est encore aujourd'hui, tant d'années après. Un autre mentor que j'ai eu dans les communications, c'est Jacques Morancy. Quand j'ai commencé à la radio, les plus vieux peut-être se souviendront, il était assez cassé, il faisait des nouvelles, c'est un bonhomme extrêmement rigoureux. Un jour, j'ai dit rigueur, là, j'ai déjà dit ça, mais c'était véritablement mon modèle, Jacques Morancy, de rigueur. Vraiment, les gens m'avaient beaucoup comparé à lui quand je suis arrivé dans le métier, et j'ai eu la chance d'avoir ce bonhomme-là qui était à mes côtés quand je suis arrivé à la radio à Montréal et qui m'a aussi inspiré énormément. Ça veut dire que dans la vie, on a besoin de modèles, on a besoin de gens autour de nous. Tout seul, on ne peut absolument rien. Les équipes de travail, c'est essentiel.
On a besoin de l'autre pour survivre, mais on a besoin de l'autre pour vivre, tout simplement. Parce que ce sont les autres qui nous amènent à se dépasser. Est-ce qu'en vieillissant, on arrête de se dépasser? Est-ce qu'en vieillissant? Pas du tout. J'espère que non. J'espère qu'au contraire, on peut continuer à se dépasser. J'espère, l'agisme, en tout cas, l'agisme, il y a tellement de gens qui le vivent, qui nous en parlent. Malheureusement, ça existe, qu'on le veuille ou pas. Pour toutes sortes de raisons, dans des milieux où on favorise les plus jeunes, pour des raisons qu'on peut comprendre aussi. J'aurais pu continuer ma carrière à 80 ans, mais ça ne me tentait pas. Écouter mes patrons, je serais encore là, et j'aurais poursuivi mon métier. Mais sauf qu'il vient le temps où, agisme ou pas, il faut prendre conscience et acte de l'âge qu'on a. Des gens m'ont déjà dit que quand on arrive à 60 ans, c'est une chose. À 70 ans, c'en est une autre. À 80, c'en est une autre. Chaque étape de la vie, c'est... on s'en va tous vers là et on a peut-être un peu plus de perte d'autonomie dans certains secteurs. On est moins vite sur le piton, on n'a pas toujours le goût de relever tous les défis. Mais les défis, ils sont quand même là pour nous et il faut les assumer. Au niveau de la santé, par exemple, on a des limitations à un moment aussi qui viennent, malheureusement. À 55 ans, moi j'ai eu 2 prothèses complètes de genoux, j'ai été opéré. Puis le médecin, la seule chose qu'il m'a dit, M. Bruno, en vieillissant, les raideurs changent de place. Ça fait que nous en voilà. C'est la réalité de la vie. Et je dois en prendre acte, moi aussi. Et ça veut dire pas de ski, ça veut dire moins de choses, ça veut dire pas de course, ça veut dire... Mais il y a autre chose, il y a tellement autre chose. C'est rien, je considère que c'est rien dans la limitation de mes activités. Je pense qu'on est capable encore d'aller plus loin dans la vie. L'engagement est important pour plusieurs raisons. Moi, j'ai appris que cet engagement-là m'avait ouvert à l'autre. S'ouvrir à l'autre, c'est l'accueil. S'ouvrir à l'autre, c'est l'écoute. S'ouvrir à l'autre, c'est la parole de l'autre et c'est la mienne aussi. C'est l'échange. C'est rafraîchissant, c'est rassurant d'entendre l'autre qui vient nous interpeller. Parce que l'isolement aujourd'hui, vous avez vu, là, on a vécu 2 ans et demi de pandémie. J'étais hier à une activité de portage, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là, qui vient en aide à tous ceux qui ont des dépendances, alcool, peu importe, drogue pour beaucoup. Et l'isolement des 2 dernières années a amené malheureusement, parce que les gens étaient isolés chez eux, cet isolement-là a amené davantage de dépendance, de maladies mentales. On sait tout ce qu'on a entendu au cours des derniers mois. Et une jeune fille qui témoignait hier à 17 ans racontait comment elle était tombée dans ce puits-là et comment elle avait perdu l'estime d'elle, comment elle avait perdu le contact avec les autres. Et c'est ça notre défi aujourd'hui, c'est de garder contact avec les autres, qui sont un peu nos bouées, qui sont un peu notre façon de s'en sortir. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, écoute, on a fait les montagnes, on a fait le Kilimanjaro 2 fois, le camp de base Everest, on a fait le Machu Picchu, on a fait en marche, en activité, en trek pour la Fondation Charles Bruno. On fait du vélo, M. le maire parlait de notre activité du Tour CIBC Charles Bruno. On s'arrête à Boucherville tous les ans. C'est vrai qu'on va chercher beaucoup d'argent, mais en même temps aussi, on sait très bien que cet argent-là, nous, il va à la bonne place et on a véritablement encore des enjeux importants au niveau du cancer. Au niveau du cancer chez les enfants. Les gens disaient, quand vous partez d'une fondation, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est l'engagement de partir d'une fondation? La fondation on est parti avec le rêve. Les enfants ont cette tellement belle capacité du rêve. Ils ont cette naïveté. Ils sont capables de nous amener dans leur rêve. Et Charles disait, lui, quand je serai grand, je serai guéri. Pour lui, c'était son rêve de guérison. C'est le même rêve en 2022 que tous les enfants qui sont atteints de cancer ont encore aujourd'hui. Je l'entends encore de leur bouche. Parce que ce rêve-là, il est maintenant de plus en plus réalisable. Un rêve accessible, c'est extraordinaire.
On peut tous les atteindre, nos rêves. Moi, le mien, ce serait de la fermer, la Fondation Charles Bruno, parce qu'on a reguéri tous les enfants. Il nous reste maintenant pas mal de chemin à faire. Et en acceptant de donner le nom de Charles à une fondation, on accepte en même temps que son rêve, c'est pas de faire vivre Charles plus longtemps, c'est de faire vivre le rêve de Charles à travers les enfants de 2022. Vous savez qu'en 2022, tous les jours, au Québec, une famille apprend que leur enfant a un cancer. Et toutes les semaines, même si on est passé de 30 à 80% de guérison, toutes les semaines, on en perd encore. Ça demeure encore la première cause de maladie mortelle chez les enfants. Alors l'engagement, il est nécessaire, solidaire, parce que les gens ont cru qu'on pouvait changer les choses, et que c'est ensemble qu'on peut le faire. Et quand je dis sans attente parce que si on y va pour une gloire personnelle, si on y va parce qu'on attend un retour, on va être déçu terriblement. Parce que les résultats pour arriver à 100%, ils n'arrivent pas si vite que ça. Parce qu'il y aura toujours des... Je dis souvent, quand on est sur la route de la guérison d'une maladie, des fois on prend la garnade sur le bord du chemin, puis des fois on prend le fossé. Puis quand on prend le fossé, ben, c'est un peu plus difficile de revenir sur la route. Quand on prend la garnade, ben, on est capable de revenir sur la route parce qu'on a confiance aux gens qui nous entourent. Mais il n'y a pas d'attente. Il ne faut pas que tu partes sur le grand chemin en te disant que je vais atteindre, qui est ton rêve, l'objectif au bout. Mais il faut que tu sois prêt à faire face à chacun des obstacles. Sans attente. C'est... Quand j'étais petit, hein, je reviens souvent à ça parce qu'on apprend beaucoup de nos parents. Et moi, j'étais dans une famille où, bon, je pense que tous ceux, les plus vieux d'entre vous, on était tous dans des familles très religieuses. En tout cas, chez nous, ma mère était très croyante, disait son Notre Père, je ne sais pas combien de fois par jour, mais je ne savais pas ce qu'il disait. J'étais petit, je l'entendais marmonner, et je me souviens de lui avoir dit « Qu'est-ce que tu dis, maman? » Ah, elle me dit « Je dis des Notre Père. » Puis elle dit « Des fois, là, j'en dis 12 par jour. Puis des fois, j'en dis même pas un, parce que je bloque toujours à la même place. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Elle dit « Je ne suis pas capable. » Mais tu sais, c'est un peu ça dans notre vie. C'est difficile parfois d'accepter que l'autre, qui est à côté de nous, qui nous accompagne, qui peut être notre conjointe, qui peut être collègue de travail, qui peut être collègue dans une maison, une résidence, on n'a pas tous les mêmes avis, les mêmes opinions. Mais c'est un défi. J'ai eu 40 ans un jour, ça fait déjà 30 ans, mais quand j'ai eu 40 ans, mes collègues de TVA m'avaient abonné au magazine Le Bel Âge. Moi, j'étais tellement fier, je reçois le premier numéro, et puis, bon, ben, j'avais mis ça de côté, mais un jour, plus rien à lire, je sors le magazine, puis il y a un encadré qui était les 5 règles du bonheur. Libère ton cœur de la haine, libère ton esprit des inquiétudes, vis simplement, donne plus, attends moins. Et ça ressemble à Notre Père, ça, là, tu sais. Donne plus, attends moins, libère ton cœur de la haine, ton esprit des inquiétudes, et vis simplement. J'essaie d'appliquer ça. Depuis 30 ans maintenant, je répète ça tous les jours. On est tous en quête du bonheur. On le cherche tous, ce bonheur. Il est parfois juste à côté de nous, puis des fois, il est inatteignable. Un jour, j'accompagne un jeune, 16 ans, Guillaume, 16 ans, en phase terminale, et il me dit, c'est injuste ce qui m'arrive. Il me dit, qu'est-ce que tu as dit à Charles à la fin? J'ai dit, Guillaume, ce que j'ai dit à Charles à la fin, il avait 12 ans. Alors, c'est pas la même chose que je vais te raconter à toi. Je dis, je pense, Guillaume, honnêtement, quand on vient au monde, on est tous sur le quai de la gare. Arrive le train. On monte, naïvement. On ne sait pas avec qui on va voyager. On ne sait même pas où il va, le train. On ne sait pas combien de temps le voyage va durer. On ne sait pas qui va nous accompagner. On ne connaît pas les conditions de voyage, mais on y va, naïvement.
On y va. Et parfois on descend, puis on remonte dans le train. Puis on a des gens nouveaux qui sont autour de nous. Le train change de direction. Mais je dis là, tu sais qu'on est rendu à la gare. Tout le monde débarque. Toi, tu débarques ici, tu sais que c'est ton dernier. Je pense, je dis, il n'y a personne qui est revenu me le dire, mais le prochain train qui va passer pour toi, si tu y allais avec la même naïveté de ton premier voyage, tu ne sais pas où le train t'amène, tu ne sais pas combien de temps le voyage va durer, ils nous disent l'éternité, c'est où ça? Tu ne sais pas comment va se faire ce voyage-là, mais vas-y. Au moment de son décès, sa mère m'a dit, je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais ces 5 derniers jours, il était très calme. Faire confiance. Garder confiance. On vit, puis il semble que, le docteur Demers m'a déjà dit, on meurt comme on a vécu. On n'est pas plus fin, on n'est pas plus méchant qu'on a été dans la vie quand arrive la fin. Mais il y a la sérénité qui s'installe tranquillement. Quand on commence à perdre nos moyens en vieillissant, c'est la sérénité qui est la chose certainement la plus difficile à accepter. Quand on dit on n'accepte pas, moi je n'ai jamais accepté qu'on perde un enfant atteint de cancer, ça se peut pas. On est parents, ça se peut pas. On se résigne. Il y a quelque chose de plus fort que nous qui te rappelle que c'est une résignation qui t'amène à faire ce constat-là. On fait confiance, cependant, aux gens qui sont autour de nous. Et on y va. Graduellement, on avance à petits pas. La vie, elle est extraordinaire. Je l'ai appris avec les enfants, je l'apprends encore avec plein d'enfants. On a des activités qui sont tellement positives quand on pense au tour cycliste, quand on pense au ski, quand on pense au hockey-ball, quand on pense au golf, peu importe. Ce sont tous des jeunes malades que je vois, que je rencontre, et qui ont dans les yeux la lumière. La lumière de la vie parce qu'ils y croient toujours en la vie. J'ai rarement vu des enfants, là, à moins que véritablement ils soient rendus là, à l'extrême de leur combat, mais ils ont toujours cette volonté, ce courage, ce goût de la vie. Ça, c'est inspirant. Moi, ça m'a inspiré dans mon travail, ça m'a inspiré. Vous avez vu, je ne vous ai pas beaucoup parlé de télé, là, mais je vous ai parlé beaucoup d'engagement. La télé, ça a été pour moi un contact privilégié avec les gens partout au Québec. J'arrive d'une tournée, j'ai eu l'occasion d'aller faire le tour du Québec, je suis allé jusqu'à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, on est remonté par la suite au Saguenay, j'ai fait l'Outaouais, j'ai fait Trois-Rivières, Sherbrooke, l'Estrie et tout. Et partout, je vois bien sûr des gens pour qui j'étais comme une référence. À 6 heures, je rencontre des jeunes qui me disent des fois, « M. Bruno, votre voix, là, chez nous, là, on l'a entendue tout le temps. Tout le temps, le midi, à l'heure du souper. Ma mère, elle disait, fermez-vous, puis elle montait le volume pour écouter une nouvelle qui l'intéressait, mais c'est le volume. Mais il dit, votre voix fait partie de notre vie. Un privilège. C'est un privilège d'avoir eu ce contact-là. Je l'apprécie tellement. Mais maintenant, je dis, j'ai besoin d'un peu d'ombre. Moi-même, j'ai besoin d'un peu d'ombre. C'est normal que quand on a été sous les feux de la lampe, qu'à un moment donné, on veuille un peu aller en retrait. Mais ça n'enlèvera jamais le contact que j'ai avec les gens un peu partout au Québec, qui sont heureux de me revoir, puis moi je suis heureux de les revoir, bien sûr, et que j'aurai l'occasion encore une fois de rencontrer. Réussir sa vie, c'est une chose. Réussir dans la vie aussi, là, je mets tout ça ensemble. Parce que le travail, c'est une réussite professionnelle. La fondation, c'est une réussite pour la société, si on réussit à atteindre les objectifs fixés. On est présent comme fondation maintenant à Sainte-Justine, bien sûr, à Montréal pour enfants, à Sherbrooke, à Québec, des hôpitaux universitaires qui embarquent dans les programmes de recherche qui permettent plus d'espoir encore. Si on ramasse 7, 8, 9 millions par année, cet argent-là est destiné à des grands programmes de recherche dont bénéficient tous les enfants chez nous, ici au Québec. Et même plus encore, parce que toutes les avancées qui se font ici se font au profit, bien sûr, avec les échanges
entre les équipes médicales, ici aux États-Unis, en Europe, peu importe, on est parmi certainement les centres hospitaliers où les équipes de chercheurs ont des connexions là, incroyables. On est fiers de ce qu'on a réalisé. On peut être fiers dans notre vie de réaliser toutes ces choses-là qui nous amènent tous, finalement, en bout de ligne, à cet engagement qu'on a pris au départ, de façon très solitaire, moi sans attendre. Et quand on arrive en bout de ligne, chacun peut en profiter. La vie familiale, c'est important pour nous. La vie, vous savez, on a des rêves des fois pour nos enfants, puis il n'y a pas grand-chose qui se réalise. J'écoutais hier les parents de la jeune fille qui nous racontaient comment ils avaient été comme tellement découragés face à leurs jeunes parce qu'ils n'avaient plus pas ce pouvoir, mais cette possibilité de rétablir le contact avec elle pour la ramener. À 12 ans, elle était tombée dans la drogue, à 14 ans dans la prostitution, à 17 ans, elle veut s'en sortir, et elle s'en sort. Elle croit, en tout cas admirablement, mieux qu'elle pensait. Et elle sait qu'elle aura besoin d'encadrement encore longtemps. Mais pour les parents, elle avait peur, elle, de décevoir ses parents, mais ses parents, en même temps, c'est pas l'avenir qu'ils avaient imaginé pour leurs jeunes, au moment où on les regarde, nos enfants qui arrivent, qui sont dans le berceau, ou qui rentrent à la maternelle, ou qui commencent leur secondaire, où on voit et on met en eux tous nos espoirs. Ces parents-là avaient exprimé cette déception-là et avaient même dû la placer 2 fois en centre d'accueil. Ils nous racontaient hier comment ça avait été difficile, mais comment ils n'avaient plus pas d'emprise, mais comment ils ne pouvaient même plus établir un contact avec elle. Quand on regarde d'où on vient, quand on regarde où on va, l'entre-deux, hein? C'est l'entre-deux qui nous amène à gauche, à droite, qui nous amène parfois aussi à se saisir, ressaisir et essayer de devenir quelqu'un. Là, on est rendu, moi je suis rendu maintenant à 70 ans, puis je suis grand-père. Mes frères, je parlais de ma soeur, mais mes frères aussi, jeunes, mes frères, il est arrière-grand-père. Hey, je l'ai arrêté, je lui ai dit, hey, sais-tu comment on appelle ça, un arrière-grand-père? Il me dit non. J'ai dit, un aïeul. Il m'a dit ta gueule. Bon, j'ai compris que c'est peut-être pas un compliment que je voulais lui faire, mais moi, je voulais être fin, là, lui dire, écoute, t'es chanceux. Hein, quand on est chanceux, on est rendu à cette autre génération-là. Alors, c'est ça la vie. Alors, on sait que j'avais toujours l'impression que la veille, quand j'ai commencé, c'était hier, mais ça fait 50 ans que j'ai commencé dans le métier. Et qu'il en reste moins après. Ça aussi, c'est l'autre réalité, puis qu'on se dit, on veut vivre ça dans les meilleures conditions. Je vous souhaite, en cette journée internationale des aînés, que vous profitiez vous aussi, parce que moi, ça va commencer. Profitez de la vie, je vois qu'il y en a plusieurs qui en profitent pas mal. Hein? Vous avez déjà pas mal réussi ça. Et je vois surtout que vous êtes pour moi, et vous êtes certainement pour nous comme couple, Ginette et moi, des beaux exemples. Parce que, M. le maire, vous me disiez 25% de la population de Boucherville maintenant à 65 ans et plus. 25%. Oui, c'est une réalité, ça aussi. Il va y en avoir plus encore. Quand on va atteindre 2030, 2035, 2040, alors il y a quelque chose. Quelque chose. Vous savez que cette élection-ci, c'est la dernière fois que les bébés boomers sont majoritaires au vote. À partir de la prochaine élection, ça seront ceux des 1980 aujourd'hui. Ils seront plus nombreux encore à voter que les bébés boomers. Alors on l'a vu, hein, vous l'avez vu à la dernière élection municipale, c'est tous des jeunes qui ont été à Montréal, à la Rive-Sud, à Longueuil, à Laval, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, tous des gens en bas de, monsieur le maire, je m'excuse, en bas de 40 ans. Ah, vous avez votre carte de la FADOC? Ah, c'est correct. Moi aussi. Vous avez parlé tantôt que 55 ans, là, on pouvait faire les activités. Madame Audet a dit ça, là. 55 ans? Hey, 55 ans, c'est jeune, ça.
jeune de cœur. On est tous jeunes de cœur. Il faut rester jeune de cœur. Vraiment, je pense que je vais retenir votre invitation de revenir un jour à Boucherville. Avant même d'aller. Non, on a beaucoup adoré Boucherville. C'est une ville extrêmement dynamique pour nous. Je faisais allusion tantôt de façon très humoristique, là, même si c'est le cimetière, mais c'est bien beau à ce coin-là. Mais le mot, je voudrais pas y aller tout seul. Je veux pas y aller tout seul. Non, mais il y a plein d'autres choses à Boucherville. Vous avez vu, vraiment ce centre-là, moi, ça n'existait pas quand on était ici à Boucherville il y a 20 ans. Ça fait une quinzaine d'années que c'est construit ici à peu près, 12, 15. 20? Hey. Bon, presque 20. Les années passent et tout aussi, donc on se rend compte que la vie est comme ça. Je veux vous parler en terminant. En terminant, je me suis gardé juste cette idée-là sur... parce que l'engagement, pour moi, ça dépasse notre présence. Il y a des gens qui disent « Ah, il faut que tu t'engages bénévolement. Il faut que tu t'engages. » Je pense qu'on a tous, intellectuellement aussi, encore beaucoup de capacités. Et notre engagement qu'on peut prendre, des fois, c'est de devenir des mentors pour d'autres. Vous avez des enfants, des petits-enfants, vous avez peut-être des connaissances, des gens autour de vous. Vos connaissances, vous êtes les premières archives et les archives les plus importantes. Comment on fait pour savoir que la Bible, Jésus a vraiment dit ça, ces histoires-là, au moment où il n'y avait pas d'enregistrement, pas de journalistes qui prenaient des notes, tu sais? Puis comment on fait pour savoir que telle histoire se transmet d'une génération à l'autre? Comment on fait? Je pense que c'est notre mémoire. Si vous avez la chance juste de partager vos connaissances avec d'autres, faites-le. N'ayez pas peur. Des fois, on va vous ennuyer avec des histoires. Vous n'ennuyez personne. C'est toujours extraordinaire de pouvoir entendre l'expérience de l'autre, le vécu de l'autre, nous le raconter à sa façon. Il n'y a pas de mauvaise façon de raconter nos affaires. Il y a juste le cœur qui parle et la nécessité d'exprimer. Vous allez voir, ça va vous remettre en vie, ça va vous ramener certainement vos meilleurs souvenirs et ça va vous laisser dans un esprit tellement plus serein parce que c'est ça, en bout de ligne, qu'on cherche, la sérénité, le calme. C'est ce que je vous souhaite.